Voilà, bien écoutez, bienvenue au Journalissime pour cette rencontre littéraire avec Valentine Gobi, qui est un auteur qui compte maintenant dans la République des Lettres à Paris et dans la France entière. Et je voudrais vraiment la remercier d'être descendue du train de Paris hier soir, comme le héros de son dernier livre, pour venir présenter son ouvrage L'île haute, mais aussi pour nous parler de ses précédents ouvrages. Voilà, cette rencontre a lieu dans le cadre des avant-premières de la 33e édition du Salon international du livre de montagne, qui aura lieu du 11 au 13 août au Parvis des Fises. Et tous les ans, nous organisons ces rencontres de façon à retrouver avec une proximité agréable un auteur de talent dans un cadre vraiment mirifique. Alors nous sommes vraiment contents de recevoir Valentine Gobi, dont je disais qu'elle était un auteur à la plume vraiment très, très élégante et qui a été lauréate de nombreux prix littéraires, le prix des libraires en 2014, et puis aussi un prix qui me tient à cœur, qui est le prix des lecteurs du Maine Libre, parce que je suis resté quelque part sartois dans ma tête et j'ai toujours la tentation de la Sarthe, et peut-être qu'un jour j'irai distiller des rillettes ici au Journalissime pour changer un peu l'orientation de la restauration. En tout cas, nous sommes vraiment heureux de cette rencontre parce qu'elle va nous parler de ce livre, L'île haute, et nous expliquer la genèse de ce roman, qui donne de la montagne un aspect magique et esthétique. L'aspect magique de la montagne, c'est l'histoire d'un garçon qui cabossé par la vie, qui trouve refuge dans un village tout près d'ici, qui est Valorcine. C'est pendant la guerre. L'enfant doit recomposer sa vie sous une autre identité. Et puis l'aspect esthétique du roman, c'est d'abord, je l'ai dit, l'élégance de la plume, mais c'est aussi la métaphysique de la beauté de ce lieu vraiment où les couleurs, les senteurs, les saveurs changent d'une saison à l'autre. Et puis c'était aussi l'esthétique de l'âme de ces paysans de Valorcine qui accueillent avec beaucoup de générosité cet enfant qui vient de Paris et qui n'a jamais connu ces lieux merveilleux. Et c'est aussi un hymne à la bonté de ces hommes et de ces femmes qui ont accueilli cet enfant avec beaucoup de bonté et beaucoup de générosité. Et ça, je pense que c'est une belle leçon de vie. Alors, je voudrais demander à Valentine Gobi d'abord pourquoi lui est venue cette idée de l'île haute et pourquoi avoir situé ce roman en montagne. Est-ce que la montagne, c'est quelque chose d'ancré dans votre vie, hein? Après cette belle et longue introduction, bonjour à toutes et à tous. Et merci pour cette invitation, Michel. Valorcine. Je regarde à ma droite. Elle est personnifiée, Valorcine. J'étais pas du tout préparée à écrire ce livre. C'est pas du tout un projet que j'avais consciemment mûri. C'est un livre qui est arrivé comme une surprise, un peu comme la montagne dans la vie de cet enfant. J'y étais complètement impréparée, même si la montagne est dans ma vie réelle depuis fort longtemps, puisque j'ai été une enfant asthmatique comme lui, conduite à la montagne très jeune pour apprendre à respirer. Et j'y ai trouvé bien autre chose qu'un poumon. J'y ai trouvé une sensation de liberté rarement éprouvée ailleurs. C'était pour moi les Alpes de Haute-Provence, puisque je viens de Grasse. Nous y avons eu un chalet pendant une quinzaine d'années. Et j'y ai passé du temps l'hiver comme l'été, avec ce sentiment magnifique de découvrir en même temps que mes parents, que des gens dont j'héritais de beaucoup de choses. Ma culture familiale est très ancrée dans les parfums. C'est un fief, Grasse. Pour ma famille, on est toujours la fille, la nièce, la cousine de quelqu'un, mais on est rarement autorisé à être juste soi. Et bien dans ce paysage de montagne qui finalement était neuf pour nous tous, il y avait aussi la permission simplement d'explorer ce que c'était qu'être au monde à travers un univers sensoriel d'une très grande densité, d'une très grande richesse que j'avais appris à développer puisque fille de parfumeur et de tisserande, j'étais confrontée à un univers
de matières premières où la chair, le corps sont à l'œuvre, mais où j'étais toujours dans une matrice en fait. Et là, c'était une matrice pour nous tous. Et cette sensation voilà, de grande liberté, d'exploration, de connaissance de soi est restée depuis toujours ancrée en moi. Donc, après, j'ai exploré d'autres montagnes sans ma famille, dans des régions très différentes, mais je ne connaissais pas Valorcine. Et ce qui est arrivé, c'est que le confinement m'a privé de tous les moyens de travail habituels, puisque je suis quelqu'un qui travaille énormément sur le terrain. J'ai écrit 14 romans pour adultes, 25-30 pour les enfants à peu près, et quasiment systématiquement, j'ai un lien très fort avec un lieu, avec des volumes, des reliefs, des paysages précis qui sont habités, donc aussi avec une histoire humaine qui vont petit à petit me murmurer des personnages pour écrire une histoire qui ne naît pas de nulle part, qui naît souvent de questions très intimes, mais que je vais déguiser, que je vais transposer dans un autre univers parce que je m'y sens beaucoup plus libre. Mais j'ai besoin d'un terrain, voilà, un peu comme un ethnologue, hein, vraiment. C'est ce terrain-là, la manière dont les gens sont reliés à une terre, à une culture, à une histoire, des histoires individuelles et collectives, dans une esthétique qui est très, très particulière, une géographie et une histoire, puisque souvent ça se déplace dans le temps, m'oblige moi à partir avec mon corps quelque part, à sonder vraiment le réel pour ensuite le transformer en fiction. Confinement oblige, je me retrouve coincée chez moi, comme ce petit garçon d'ailleurs, dans un appartement en région parisienne, qui est définitivement vraiment étroit par ces temps-là. C'est une période que j'ai trouvée très très difficile à traverser. Parce que, comme beaucoup de citadins, je me suis retrouvée quand même cloîtrée dans un présent qui n'avait pas de fin et dont on espérait qu'il ne ressemble pas à l'avenir. Mais ça, c'était pas sûr, c'est jamais sûr, l'avenir est jamais sûr. Et en revanche, tout le temps dont je disposais et dont on nous assurait que nous, les artistes, nous allions pouvoir le transformer, n'est-ce pas, en matière, notamment pour distraire le reste du monde qui n'avait que faire de tout ce temps-là. Moi, j'étais au contraire absolument paralysée et sans projet, puisque je sortais d'une période de promotion, comme on dit, autour de mon dernier roman qui s'appelle Muren, qui était très dense et qui était extrêmement réjouissante, intéressante. Donc il y a eu ce coup d'arrêt comme ça, qui était un empêchement et à vivre et à écrire. Et il se trouve que par un hasard de circonstances, j'avais, dans les semaines qui précèdent le début de ce confinement de mars 2020, écrit un article qu'on m'avait commandé pour une revue qui s'appelle Zadig, que vous connaissez peut-être, qui est diffusée en librairie, et dans laquelle interviennent des auteurs et autrices. Et on m'avait demandé d'écrire sur un terrain d'enfance. Il se trouve que j'ai déjà publié chez Actes Sud, ma maison d'édition, un livre qui s'appelle Baume et qui évoque ma relation au parfum, ma relation à mon père, pour le dire de façon plus claire, mais à travers la métaphore d'odeurs qui ont jalonné mon existence depuis la petite enfance jusqu'à l'âge adulte. Et c'est vraiment celui-là, mon territoire d'enfance, l'ayant vraiment exploré dans le seul récit que j'ai jamais écrit. Je ne me voyais pas à nouveau y plonger pour un article un peu calibré, ça me semblait pas intéressant. Et finalement, c'est la montagne qui m'a inspiré un texte qui est une sorte de contrepoint, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à tous mes héritages. J'avais trouvé grand plaisir à ressusciter des personnages qui avaient un peu disparu, même de ma mémoire qui était enfouie, vous savez, comme les tessons de ces très vieux objets que les archéologues vont chercher sous des couches et des couches de terre. Et j'avais beaucoup aimé ce travail. J'avais bien conscience que c'était forcément de la fiction aussi, en dépit de l'idée d'un récit à écrire, parce que ce qu'on a vécu je vais avoir 49 ans, donc il y a plus de 40 ans, et toujours une reconstruction, mais enfin, j'avais retrouvé ce goût-là de découvrir un univers, notamment à travers ces personnages. Il se trouve que cet article paraît en mars 2020, et à mon éditrice, à qui je m'ouvrais de mon grand désarroi,
à la fois face à tous les empêchements de l'existence, mais surtout face à l'empêchement d'écrire, eh bien mon éditrice répond en me disant « Moi, je crois que dans ta montagne, elle venait de lire l'article, que dans ta montagne, il y a un roman. » Et j'ai entendu ça comme une promesse qu'elle ne me faisait pas, mais j'ai choisi d'entendre ça comme une promesse parce que, au fond, je n'avais pas d'autre perspective et qu'il m'en fallait une absolument à laquelle me raccorder. Et j'ai pris la décision, en fait, d'écrire un roman où la montagne serait un personnage, mais j'ignorais tout de ce que j'allais faire. Qu'est-ce qui me venait quand je pensais montagne? Il me venait avant toute chose l'émerveillement et la manière dont la beauté, ça peut construire une vie. Et c'est de ça, finalement, dont j'avais besoin, comme beaucoup de gens, hein, notamment donc, dans ces zones urbaines. On avait tellement besoin de beauté et d'émerveillement, on avait le sentiment d'en être privé. Et je me suis dit que cet émerveillement, il fallait que je l'adosse à une grande découverte, à une surprise radicale, que moi aussi je puisse rééprouver cela, même si, bien entendu, ça aussi c'est une fiction, c'est une illusion. On ne retrouve pas une première fois. C'est impossible. La littérature nous laisse entrevoir que peut-être on peut le faire à travers le langage, ce à quoi je crois. Mais évidemment, on est très loin de son expérience. Alors je me suis dit, il faudrait que je choisisse une vallée que je ne connais pas. Qu'est-ce qui s'y passerait? Je ne sais pas. Mais une vallée qui serait un surgissement comme ça de planètes impensées, inconnues, dans laquelle je pourrais essayer de retrouver ces sensations premières. Et puis ça pourrait être un personnage d'enfant, parce que bien entendu les premières fois sont d'autant plus intenses qu'on a peu d'expérience de l'existence, qu'on n'a pas été déjà défloré dans son imagination par des rencontres, des voyages. Et puis peut-être que ça pourrait se passer dans une époque où l'image n'est pas monopolisante hein, de notre imagination comme elle l'est aujourd'hui, hein, où l'œil est hégémonique. Alors peut-être que je pourrais remonter, enfin, soit rembobiner le temps dans une période pré-médiatique, soit au contraire avancer très loin dans une période post-apocalyptique où toute technologie serait abolie. Ça me paraissait plus intéressant de remonter le temps, d'autant que j'aime beaucoup la période d'avant-guerre, qui est celle où les grands médias en fait n'existaient pas encore. Ça commençait à faire sens, mais bon, pour le moment, je ne pouvais surtout pas sortir de chez moi, et donc cette vallée, il fallait que je la trouve sur une carte. Donc j'ai travaillé sur une carte IGN, et il m'a semblé que cette petite minuscule rognure d'ongle qui était près de la frontière suisse, que je ne connaissais pas du tout. J'étais déjà allée à Chamonix, mais je ne savais pas qu'il y avait un truc après Chamonix. Je repère quand même ça, je repère que c'est en France. Ça a l'air d'être en Suisse. Géographiquement, ce serait logique. Mais c'est en France. C'est en France. Si je regarde les courbes de niveau, j'ai l'impression qu'il y a un relief qui est quand même assez élevé, mais qu'en même temps, à l'intérieur, la vallée est assez douce et amène, ce qui n'est pas du tout le cas de Chamonix. Donc ce paysage a l'air étrangement inattendu. Et puis, je finis quand même par faire des recherches sur Internet. Moi qui ne veux pas d'image, je suis bien obligée d'aller en chercher, puisque je ne peux pas bouger. Ça m'a l'air d'être quand même très beau. Et je comprends que c'est une géographie très particulière, avec un col qui referme la vallée d'un côté. Quelquefois, il y a 60 ans, 70 ans, 7 mois de l'année, une frontière. Donc c'est une sorte de refuge, un berceau ou un piège. C'est toujours intéressant en fait, l'ambivalence des lieux, donc j'aime bien cette idée. Et je décide d'aller voir, puisque il se trouve que le confinement est levé, c'est l'été 2020, et je fais le tour du Mont Blanc en empruntant la variante qui passe par Valorcine. J'arrive sous une pluie drue, toute vision m'est ôtée, mais le lendemain c'est mon anniversaire, le soleil brille, et là j'entrevois vraiment ce paysage merveilleux que je vais retrouver ce soir, qui est vraiment, en effet, à la fois très doux, très beau, très étonnant, et qui ressemble absolument à aucune montagne que j'ai vue jusque-là. Seulement, je dois repartir parce que je fais le tour du Mont Blanc. Je ne peux pas m'arrêter. Et c'est à ce moment-là que je décide, si les confinements l'autorisent, enfin plutôt sur les levées de confinement l'autorisent, si j'arrive aussi à trouver des gens
pour m'ouvrir un peu leurs portes là-bas, je décide d'y retourner et puis d'aller y voir le passage des saisons qui ont l'air quand même colossales. Et on ne s'y est pas trompé, l'hiver 2020 était un hiver complètement fou. Moi, j'ai jamais vu autant de neige de ma vie. Et c'était un monde arrêté en plus, puisque le confinement a en effet repris, mais moi j'avais des attestations, ce qui m'a permis d'aller explorer quand même un paysage dans des conditions qui étaient presque celles de mon roman. Et puis j'ai eu envie que le col se referme derrière cet enfant et que son plus grand désir, ça ne soit pas de rentrer chez lui, mais de rester où il est. Et du coup, j'en ai fait un enfant qui ne peut pas revenir en arrière, n'étant 43, et quitter Paris et arriver là lui sauve la vie. Voilà, ça se mettait en place, mais enfin, fallait quand même que j'y aille, qu'on me raconte aussi des histoires, parce que cette époque-là, je ne l'ai pas connue, bien entendu, et je connais à quel point les témoignages sont précieux. Et c'est là que j'écris à la dame qui est là, sur ma droite. J'écris à Dominique Ancet, dont je vois sur Internet qu'elle est très active dans la culture, à Valorcine, qu'elle connaît très bien les racines culturelles, aussi de la langue. Bref, il y a l'air d'avoir là un foyer très intéressant. Je lui écris et elle me répond tout de suite. Et puis ensuite, je suis venue passer du temps. Grâce à elle, j'ai pu aussi rencontrer des tas de gens de la vallée, beaucoup d'anciens. Et je suis revenue à peu près une semaine, toutes les 3 semaines, avec des attestations pendant 1 an et demi à peu près. Ce qui m'a permis de vivre physiquement, en fait, l'émerveillement dont vous parliez tout à l'heure, ce déploiement des sens en regard des saisons, qui est vraiment la matrice du roman, et qui fait de cet enfant, à la fin, finalement, non seulement un élément du paysage, mais je le crois profondément, une montagne. Oui, c'est vraiment un roman rassurant qui nous remplit d'espoir parce que d'une part, il nous apprend à goûter notre environnement et il nous apprend aussi à profiter de la bonté des hôtes de passage de cet enfant qui sont vraiment d'une générosité exemplaire et qui ont ce charisme de ne pas se poser de questions et qui sont spontanément ouverts à l'autre alors qu'ils vivent dans un endroit reculé. Et ça, c'est aussi une des sources d'émerveillement de cet ouvrage. Alors, je pense que les peuples de montagne sont de toute façon très habitués à ouvrir la porte à celui qui est égaré, qui n'a pas d'endroit où aller. C'est pas seulement vrai pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il se trouve que quand j'ai fait des recherches après plus poussées sur Valorcine, j'ai découvert que c'était une vallée de Juste, mais je l'ignorais complètement au début. J'avais imaginé que cet enfant venait se réfugier parce qu'il faisait partie des populations persécutées. Mais quand on fait des recherches et sur l'accueil de ces populations et sur les enfants cachés, mais aussi tout simplement sur la manière dont en montagne, les repris de justice, les bandits, les fuyards, les réfractaires au STO, en fait tous les gens qui ont quelque chose à fuir sont venus se cacher. Il y a toujours eu cette culture quand même aussi du secret, protéger, secourir et se taire qui n'est pas que propre aux Alpes, bien sûr, il y en a eu dans les Pyrénées, mais qui est assez fascinante parce que ça met vraiment ce garçon à l'abri de toute justification. Il part Vadim Pavlevitch, il arrive Vincent Dorcel et il n'a aucune idée de ce que ces gens savent de lui. Et alors, il garde tellement bien le secret que jusqu'au bout du livre, j'irai plus loin jusqu'au bout du livre, ils ne laissent rien entendre de la connaissance qu'ils ont de son histoire. Et ça, c'est aussi lui offrir une liberté extraordinaire à ce garçon, parce que ça ne l'enferme pas dans l'histoire d'avant. Il arrive exilé, il arrive, on peut l'imaginer, avec un sentiment de déchirement, parce que du jour au lendemain, il quitte sa famille. On est dans les années 40, il va avoir très très peu de nouvelles, d'abord parce que on écrit moins, ça ne traumatise pas les familles d'être séparées des enfants comme ça pourrait l'être aujourd'hui, traumatisant. Et puis qu'ensuite, c'est le protéger aussi, que ne pas entrer en contact avec lui. Mais ça va très vite devenir une chance, en fait.
cet exil, d'abord parce que, en effet, il va passer de l'enfance à l'adolescence en miroir de ces saisons, de ces montagnes, aidé par ces gens qui le coulent dans des rituels, dans des chorégraphies du quotidien, dans le travail, et lui donnent une vraie place qui n'est pas juste une place décidée parce qu'il arrive persécuté, mais il devient utile. Il assume les mêmes missions que les autres enfants. Il va s'occuper des animaux, s'occuper des fromages, s'occuper du bois, faucher, voilà, vraiment se couler dans une communauté, mais aussi parce qu'on ne le ramène pas constamment à cette vie d'avant. Aucune question n'est posée, ce n'est pas de l'indifférence, c'est au contraire un grand respect, voilà, un grand désir de protection. Et ça va l'aider à assumer quelque chose qui n'est pas facile au départ parce que ça pourrait apparaître comme un manque de loyauté. Ça va l'aider à accepter ce grand désir qu'il a de devenir l'un des leurs, c'est-à-dire d'abandonner derrière lui un passé qui lui est cher, mais pour épouser autre chose qui lui ressemble et qui fait de lui ni Vadim Pavlevitch ni Vincent Dorcel, qui est une enveloppe vide quand il arrive, mais quelqu'un. Et ce quelqu'un, c'est lui qui le forge, en même temps que son corps se muscle, prend une teinte plus foncée, que ses cheveux éclaircissent, que sa langue aussi change, il va se mettre à parler le patois. Eh bien, en même temps, il devient lui-même. Et donc leur silence, leur accueil, mais aussi leur silence, est vraiment très précieux de ce point de vue-là, parce que ça lui laisse de l'espace. Oui, tout à fait. C'est un hymne à la tolérance et aussi à l'appropriation à la culture de l'autre. Et je pense que cet enfant arrive dans un pays où on ne joue pas, mais on travaille. Ouais. Et on travaille sans porter de jugement. Et ça, on pourrait en prendre de la graine aujourd'hui, hein, où on porte des jugements de valeur surtout et à tout bout de champ. Et si on peut aller à propos de jugement de valeur, puisque c'est aussi des sujets d'actualité, il faut, de mon point de vue, pas oublier aussi que ces gens-là sont généreux, mais ils reçoivent quelque chose. L'étranger qui arrive chez eux, c'est une chance de déconstruire les rapports d'évidence qu'ils ont avec le monde qui est autour d'eux, dont ils sont partie prenante et qu'ils ne voient plus. Donc, comme nous tous, hein, nous le faisons avec notre environnement familier. Non seulement ils vont le redécouvrir, cette petite moinette qui se rend compte que c'est la petite fille qui va servir de guide à Vadim, qui se rend compte que quelle que soit la question qu'elle pose, qui commence par « t'as jamais vu, t'as jamais entendu, t'as jamais su », alors mettez ce que vous voulez derrière, d'oiseaux, de ruisseaux, de neige, de forêt, la réponse est toujours non. Elle se rend compte qu'un autre monde existe ailleurs, de l'autre côté du col, dont il est quelque part l'émissaire. Et non seulement elle comprend que cet ailleurs-là est impossible, ça c'est une grande surprise pour elle, mais du coup, elle comprend aussi que ce qui est son environnement perpétuel, ordinaire, est en fait aussi peut-être une source d'étonnement. D'ailleurs, le premier jour où il se lève et découvre la montagne, parce qu'il arrive en passant par le tunnel des montées, là, il y a eu une avalanche, il voit rien en fait, il n'a aucune idée de l'endroit où il se trouve, et tout d'un coup, au matin, il a envie d'aller pisser, il sort dehors, et puis la montagne surgit devant lui. Et l'homme qui l'accueille chez lui, qui ne cesse de péler pour ôter la gangue de neige qui menace d'écraser la maison, finit par s'arrêter, poser la pelle, et dire mais qu'est-ce qu'il fait ce garçon? Qu'est-ce qu'il regarde en fait? Il regarde la montagne qui est devant. Et ça, c'est quand même quelque chose qui les surprend tous. C'est-à-dire que l'étranger, c'est celui qui nous permet de prendre la mesure de ce qui a disparu pour nous. Et ça, je crois que c'est plutôt un cadeau en fait. Je pense qu'ils en font quelque chose de cette étrangeté, qu'elle n'est pas juste perturbatrice, mais qu'elle leur offre les moyens de réhabiter autrement le monde qui est le leur. C'est aussi le cadeau que vous nous faites aujourd'hui en nous rappelant que nous sommes devant le Mont Joli, qu'il y a le Mont Blanc à côté et que ce matin on a pu visiter l'église d'Adassine. Moi je vois moyen là, mais... J'avais quand même une chambre d'hôtel qui ouvrait sur le Mont Blanc, hein. C'était pas mal. Hein. Mais là, il est un peu voilé pour que vous n'ayez pas trop de soleil. C'est bien fait. C'est quand même très, très bien fait. En tout cas, ce lieu magique de Valorcine est aussi le lieu de l'éveil des sens et des sensations pour ce garçon. Mais on est toujours intrigué par le titre, l'île haute. Est-ce que ça veut dire que la montagne est un repère qui émerge des brouillards et des brouillards noirs de la guerre et qui vont
redonner à cet enfant des raisons de vivre et de vivre encore sous cette autre identité? On peut en faire une interprétation métaphorique. Dans le livre, quand même, c'est cet enfant qui baptise ainsi la montagne parce qu'il ne sait pas ce que c'est qu'une montagne. Il a appris une définition à l'école, mais ce que c'est vraiment une montagne, il n'en a pas idée. Donc quand il arrive face à ce paysage aux formes inconnues, la première chose qui lui vient, c'est la sensation d'isolement. On est quand même dans un hiver total, d'où émergent des pointus comme ça. La première chose, d'ailleurs c'est même pas un pointu, c'est cette montagne qu'on dirait croire s'effondrer, les aiguilles rouges vues de là où il est, vues de la ville. Et donc c'est ça qui lui vient, ça ressemble à une île, mais elle est haute, il a bien conscience qu'il est dans le relief. Il n'a pas le langage, il n'a ni l'expérience ni le langage. Il va commencer par avoir l'expérience et petit à petit, il va avoir le langage pour nommer ce qui est autour de lui, ce qui surgit devant lui, parce qu'il va apprivoiser d'abord la langue des autres. Les autres parlent de ce qui est autour, vont nommer pour lui cet univers qui surgit comme vraiment un nouveau monde. Il y a quelque chose de... Enfin, on parlait de jeunesse, on parlait de la jeunesse du livre tout à l'heure, mais il y a une jeunesse dans sa vie aussi. Ce monde-là surgit et il va être nommé petit à petit, le nom des plantes, le nom des oiseaux, le nom des roches et des lieux et des hameaux. Et donc, il va finir par les connaître, ces vocables. Mais il arrive dépourvu et d'expérience et du coup du langage qui va avec, puisqu'il n'y a pas de nécessité de nommer ce qu'on ne connaît pas. Et donc, il y a l'idée à la fois de l'isolat, parce qu'on est dans un lieu donc, que l'isolement rend protecteur. Et puis, il y a aussi l'idée... Quand on pense à île, je pense qu'on a aussi une espèce de... On le relie à des images qui sont des images de grande beauté, de monde sauvage. Il y a quelque chose là qui lui ouvre une réalité qui n'est pas concevable à Paris. Et en fait, il n'est jamais sorti de son quartier quand même, cet enfant. Pas qu'il n'est jamais sorti de Paris, c'est qu'il n'est jamais sorti de son quartier. Il ne connaît même pas Paris d'ailleurs. Il va arriver dans une classe où certains ont reçu des cartes postales de personnes qui sont allées à Paris. Il se rend compte que sur les cartes postales, il y a plein de choses qu'il n'a jamais vues. Alors, d'ailleurs, il craque. On imagine qu'il n'est même pas parisien. Non seulement il a une identité à protéger, mais en plus, il faut qu'il justifie qu'il est parisien. Et ça semble peut-être même improbable parce qu'il ne connaît même pas Paris. Donc voilà, il faut imaginer qu'il arrive sur une planète inconnue et qu'il n'en a pas le langage. Il ne peut rien décoder, rien décrypter, tout va être un apprentissage. Et c'est aussi quelque chose qui est simultanément épuisant et surstimulant, extrêmement excitant, c'est que chaque nouvelle minute apporte une nouveauté qui mobilise tous les sens et l'imagination, puisqu'il arrive dans l'hiver et que l'hiver est avant tout une énigme, donc elle l'interroge tout le temps. Cet enfant, qu'est-ce qu'il y a sous la neige, qu'est-ce qu'il y a sous la montagne, est-ce qu'il y a quelque chose, est-ce que quand la neige va fondre, la montagne va s'effondrer, enfin, il y a tout le temps toutes ces interrogations et c'est un apprentissage qui est sans récurrence. Voilà. Il n'y a que des premières fois dans la vie de cet enfant à la montagne. Oui. Il apprend la vie, non pas autour des sombres îles, mais face à cette nature qui change d'une saison à l'autre, avec chaque fois des raisons de s'émerveiller et de justement stimuler tous ces sens. Et ça, vous le décrivez très bien avec des phrases parfaitement rythmées qui écrivent le paysage et qui décrivent les mentalités et le ressenti de tous les personnages de ce texte. Peut-être, oui. Je veux dire, c'est assez rare de visualiser les paysages tels qu'ils sont décrits, parce qu'ils sont décrits avec beaucoup de précision et de simplicité, sans formule alambiquée ou amphiborique, et je pense que ça porte beaucoup, et on a vraiment l'impression de voir un film se dérouler devant nous, avec la bande-son qui est liée au phrasé vraiment très fluide.
J'espère que c'est pas qu'un film, parce que justement, ce qui est ennuyeux, c'est qu'aujourd'hui, on parle beaucoup du vivant comme... on se rend compte que le vivant est devenu un paysage, justement. Et l'œil dit la séparation, en fait, entre le reste du monde et nous. Donc, ce que j'ai voulu, c'est aussi que ce soit vraiment une expérience multisensorielle. Qu'on comprenne qu'un paysage ne se saisit pas uniquement, justement, par les formes et les couleurs, mais par tous les autres sens qui sont souvent très atrophiés dans un milieu urbain, et d'autant plus dans un monde, aujourd'hui, où nous vivons beaucoup autour de l'image, et en plus par écran interposé. C'était pour moi réveiller vraiment une part d'animalité qui a été totalement laissée de côté. Et c'est pour ça, par exemple, que j'ai eu envie d'inventer ce personnage de Martin, qui est un aveugle que Vincent va rencontrer assez vite à Valorcine et qui va lui apprendre à voir la montagne en aveugle. Et ça va lui être très précieux, cet apprentissage, cette intimité qu'il va rencontrer avec le relief, avec l'humide, le sec, le chaud, le froid, le mou, le dur, par la plante des pieds, par bien sûr les mains, et puis la manière dont il va apprendre à détourer les bruits les uns des autres pour leur donner du sens, pour les interpréter, et les odeurs bien entendu. Ça va lui offrir un tableau tellement plus riche de ce que c'est que la montagne, et justement il cesse d'être un spectateur. L'immersion, c'est la fin du spectacle, c'est beaucoup mieux. D'ailleurs au début il dessine beaucoup, il a que ses yeux et il n'y a que du blanc, donc il imagine ce qui pourrait exister dessus, et pour cela il n'a que son imagination. Alors il entend plein de choses, il entend qu'il y avait la mer avant, il entend l'histoire de dinosaures, des fossiles de fougères et de bélénites en haut des montagnes. Il dessine tout ça, il formule des hypothèses sur ce que les saisons vont peut-être révéler avec la fonte de la neige. Il a avant tout un désir d'image. Et petit à petit, d'abord parce que le blanc dure, que le printemps se refuse longtemps, il va apprendre à percevoir autrement les sons, les odeurs. Il va analyser par son corps le paysage avec beaucoup d'autres indices qui va transformer vraiment en langage, en compréhension. Et puis petit à petit, la neige va fondre, et comme tout est révélé, puisque tout se voit, alors il n'y a plus que les autres sens et la recherche de sensations physiques pour continuer à apprendre. Et donc il va cesser de dessiner parce qu'il est absorbé vraiment par la montagne. C'est l'apprentissage de la vie au contact des autres et au contact de la nature. Il y a beaucoup de lumière dans ce roman, mais il y a aussi les ombres qui sont liées à la guerre, et puis les ombres et le noir dans lequel vit cet aveugle. Et ce que vous en dites nous renvoie au livre formidable d'Olivier Weber, Royaume de la lumière, qu'il est venu présenter l'année dernière, où il a traversé le Mustang avec un de ses amis qui était aveugle, mais qui n'avait pas toujours été, et qui avait traversé le Mustang à une époque où il voyait encore. Et dans cette cordée vraiment d'exception, eh bien c'était l'aveugle qui sentait à chaque pas les cailloux, les dévers, et qui repérait, grâce à l'éveil de tous ces autres sens, c'est lui qui guidait ses compagnons de route. Et ça, c'est vraiment formidable de pouvoir le décrire. Et ces paysans de Valorcine ne sont pas uniquement, je dirais, terrés dans leur village, parce que certains personnages qui sont décrits vont à la ville de temps en temps. On a une personne qui va retourner à Chamonix, non? Ils sortent. Oui, il y en a quelques-uns, oui, qui sortent, mais ils vont pas bien loin. Puis, enfin, c'est pas tellement au cœur du livre, ça. À un moment donné, il a la possibilité d'aller à Chamonix, mais pour ça, il faut qu'il passe le brevet. Enfin, pas le brevet, le certificat d'études primaires. Et passer le certificat d'études primaires, ça veut dire continuer à réviser quand tout le monde a terminé l'école.
dans un village qui est un drôle de village, hein. Vous connaissez sans doute Valorcine, mais il n'y a pas de place de village à Valorcine. C'est 19 hameaux séparés par 19 couloirs d'avalanche, et puis il y a 3 écoles. Et l'école, c'est un endroit très très important, mais quand viennent les beaux jours, la seule hâte qu'on en a, c'est de sortir. Donc réviser davantage encore, ça paraît pour cet enfant qui découvre tout un gâchis épouvantable. Donc il ne passera pas le certificat d'études primaires, et comme il a toutes les audaces, il s'imagine même rester l'année suivante à Valorcine, et donc il se dit qu'il le passera l'année d'après. Il a cette audace-là de se projeter l'année d'après. En pleine guerre, c'est pas évident, mais ça en dit long sur son fantasme d'y rester. Et donc il n'ira pas à Chamonix. Il reste à Valorcine, et à Valorcine, à cette époque-là, il y avait quand même non pas une emprise, mais une présence de la religion qui était, comme partout ailleurs en France à l'époque, assez nette. Et donc, effectivement, cet enfant qui est juif va se retrouver au catéchisme, du moins avec ses autres copains de classe qui... En fait, il connaît rien à aucune religion, parce que c'est les Allemands qui ont décrété qu'il était juif. Hein. Lui, il savait pas. Hein. Il découvre ça. Il découvre d'abord qu'il y a une définition très précise du juif, qui est évolutif, et c'est la loi qui décide en fait. Hein. Ça n'a rien à voir avec un sentiment d'appartenance, une culture familiale, des rites, des croyances. Non, c'est la loi qui décide si vous êtes juif ou pas. Et ça, lui, il le découvre avec stupeur. En plus, ses parents ne sont pas d'accord entre eux. Ils ne sont pas sûrs d'être juifs. Ils pensent que non, mais surtout ils ne veulent pas assumer les conséquences de ce que ça voudrait dire que d'accepter de l'être. Donc cet enfant, il a grandi sans véritable référence religieuse. Donc en fait, il apprend tout. Il n'a pas à se défaire d'une culture. C'est comme une très belle histoire qu'on lui raconte. Il a vaguement entendu parler de Moïse quand même. Voilà, il a vraiment un vernis extrêmement léger religieux. Par contre, ce qu'il comprend, c'est pas seulement que ça va le protéger, c'est qu'il n'y a pas de vie dans ce village qui ne passe pas par l'église. L'église, c'est vraiment un centre vital de la vie communale, parce que c'est le seul endroit où tous les hameaux se retrouvent. On va oser franchir des couloirs d'avalanche pour y aller, même ceux qui viennent du fin fond du village de Barberine, ils vont oser franchir le couloir du rang. Et pourtant, Dieu sait. Alors, quelquefois, l'abbé Payot dit d'accord, là, ça c'est un peu dangereux, on est en période de course, peut-être qu'on fera pas les vêpres, on fera qu'une messe aujourd'hui et pas 2. Bon, mais c'est vraiment le moment où tout le monde se retrouve au même endroit, de toutes les écoles, de tous les hameaux. Et oui, la vie religieuse est très très dense, mais c'est parce que c'est plus qu'une vie religieuse. Je répète, il n'y a pas de place de village, il n'y a pas de marché. C'est là que se fait vraiment la rencontre de toute la communauté. Donc c'est très très important. Et donc c'est pas possible de participer à la vie de Valorcine, d'être un Valorcin sans être vraiment attaché aussi à ce qui se passe à l'église. Et puis l'abbé, alors ça, c'est des personnages de fiction dans mon livre, ils sont nourris par beaucoup de témoignages. Mais c'est des personnages de fiction. Il y a quand même 2 personnages qui sont tout à fait réels, même 3 en fait. Le petit garçon Émile qui est inspiré de Roger, qui est décédé il n'y a pas longtemps, et puis 2 personnages presque des institutions, l'instituteur justement qui était un homme qui a été adoré vraiment par ses élèves, et qui était pour l'apprentissage en pleine nature, et puis qui voulait faire apprendre par le corps ses élèves et pas par les livres. Enfin, c'était un espèce d'ancêtre de la méthode Freinet, quoi. Il n'était pas Valorcin d'origine, il venait avec ces projets-là, mais c'était vraiment un homme formidable. Et puis l'autre grand personnage, c'est l'abbé Payot. Alors ça, c'est un personnage d'autant plus fort qu'il a la médaille des justes. Il a été un des artisans vraiment de la protection et des juifs et des réfractaires au STO et des résistants, certains résistants pendant la guerre, avec l'aide d'un certain nombre de Valorcins bien sûr et de passeurs, mais l'église a été un lieu important, et la cure de passage pour ces gens qui fuyaient vers la Suisse. On a caché des gens dans le clocher, etc. Donc l'église pour moi c'était
c'était au sens propre, vraiment le centre du village. D'ailleurs, si vous allez à Valorcine un jour, ou si vous connaissez déjà Valorcine, vous le savez, l'église, elle est dans un endroit totalement improbable. C'est-à-dire que la vallée, elle fait 4,5 km, c'est ça à peu près, de long. Elle est à peu près au milieu, mais il n'y a rien autour. Il y a juste un grand rempart parce qu'elle est vraiment sous un couloir d'avalanche terrible. Mais c'est presque comme une espèce de place d'agora. On est à équidistance des deux extrémités du village. C'est complètement improbable. Et donc, voilà, l'église, ça dépasse vraiment la question de la religion. C'est la manière dont une communauté s'articule autour de rites communs. C'est comme la Fauche, c'est comme l'Inalpe. C'est des moments vraiment de grande communion entre les gens où chacun a l'impression de faire partie d'un tout. De communion et de rythme de la vie. Et ce sont l'école comme l'église, l'instituteur comme le curé, des éléments du lien social. Oui. Et on l'a bien vu ce matin en visitant l'église d'Assy, que cette église qui a été décorée par des artistes de toutes confessions était avant tout un élément de rassemblement, un lieu de rassemblement pour que toutes les personnes en soins sur la station puissent trouver un lieu d'accueil et surtout de bienveillance. Et je pense que c'est là encore l'un des messages de ce livre. Mais dans votre œuvre, elle est marquée par un ancrage évident dans les différents paysages que vous décrivez, mais ces ouvrages sont aussi ancrés dans l'histoire, que ce soit l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale pour Will Haught, mais aussi pour Kinder Zimmer, que ce soit aussi pour l'époque de la Libération, pour l'échappée, qui raconte l'histoire d'une femme qui a été perdue. Tous ces livres se passent dans des régions différentes, les Alpes, l'Allemagne, la Bretagne. Il y a un livre que l'on peut recommander ici au plateau d'Assy, qui est Le paquebot dans les arbres, qui est la vie des enfants, là encore des enfants qui dont les parents... Il y a toute une famille quand même, mais bon, l'héroïne est une enfant. Des enfants dont les parents sont hospitalisés dans un sanatorium de la région parisienne, celui-ci. Et donc, voilà, donc il y a ce besoin d'ancrer les histoires dans la grande histoire, parce qu'il y a toujours une référence à une époque particulière et à une situation d'actualité. Alors, c'est vrai pour presque tous les livres, mais pas tous quand même. Moi, j'aime bien raconter des destins individuels qui s'adossent à des problématiques collectives. Voilà. Je trouve que on comprend mieux le collectif à partir de l'individu. et donc, souvent, c'est vrai que j'essaye de les associer. C'est pas vrai pour tous les livres, mais pour une bonne partie, oui, c'est vrai. Ça ne veut pas dire que le prochain sera construit sur ce modèle. Il y a une recherche historique importante. Il faut qu'on tourne. Excusez-moi, mais là, vous êtes bien. Regardez, on va faire ça. Voilà. Un petit peu, puis on va se mettre tous par là, non? Parce que là, je cuis, Michel. On parlait de l'ombre et des lumières, mais voilà, on a parlé. Regardez, hop. Regardez, hop. Et voilà. Super. J'ai la jambe gâchot là. Donc oui, on a parlé beaucoup de la lumière qui était apparente dans ces livres. Maintenant, voilà, on recherche l'ombre. Vous connaissez la citation d'Aragon, il n'y a pas de lumière sans ombre. Voilà. C'est sûr. C'est sûr. Donc, oui, tous ces romans supposent une recherche historique pour justement que la fiction paraisse aussi vraie que possible. Oui, alors, il n'y a pas que de la recherche historique. À chaque fois, c'est des univers qui sont comme des planètes étrangères pour moi aussi. Hein. J'ai beau aimer et fréquenter la montagne, Valorcine, c'était une planète étrangère pour moi, avec une autre langue, d'autres rituels. La transposition dans le temps rendait la problématique plus complexe encore, parce que, en effet, le monde de Valorcine tel qu'il est aujourd'hui est très très différent, même si on trouve des traces, mais le paysage a changé, l'activité agricole et d'élevage n'est plus du tout la même.
On n'utilise plus les mêmes outils, même la langue, en fait. Il y a des traces de patois, mais on n'est plus dans le même univers. Donc, c'est pas seulement historique, c'est aussi... Il y a même un langage, en fait, qui appartient aussi à des activités humaines qui, au-delà du fait qu'elles sont historicisées, ont disparu. Et c'est vrai, quand je m'intéresse, par exemple, ça c'est le contrepoint vraiment de l'île aux Hautes, c'est exactement la même époque. C'est pas un enfant de 12 ans qui découvre la montagne, c'est une jeune femme de 20 ans qui est arrêtée et envoyée au camp de Ravensbrück, qui était le camp des femmes déportées politiques, donc des résistantes en Allemagne. Et moi j'ai écrit un livre qui a pour principal espace, on va dire, dans le camp, la pouponnière. Voilà. Donc là, on a aussi le même apprentissage pour moi, parce qu'au-delà des faits historiques, ce sont des femmes qui parlent une langue bien spéciale, la Lagersprache, avec des rites, des rituels, des façons d'organiser leur temps, leur journée, leurs relations qui sont aussi codifiées. Donc à chaque fois, il y a un apprentissage qui, au-delà même vraiment du déplacement temporel, demande une espèce d'immersion, comme quand on est envoyé dans un pays, quand on a 10, 11, 12 ans, dont on ne parle pas la langue et on est dans une famille et il faut tout apprendre. Il faut apprendre à manger autrement, à parler autrement, à penser autrement, à structurer sa journée différemment. Tout ça, c'est un apprentissage. Quand j'écris l'histoire du paquebot dans les arbres, donc vous l'avez dit, qui se passe dans un sanatorium, le sanatorium est un univers à part, comme le camp est un univers à part, comme Valorcine est un univers à part, avec ses propres rituels, avec des liens sociaux bien réels, mais organisés selon une autre temporalité, d'autres enjeux que ceux de la vie extérieure. Et tout ça, chaque fois, c'est une espèce de conquête. Moi, j'aime bien cet esprit d'aventure, d'arriver dans un environnement dont il va falloir que je décode et finisse par maîtriser tous les tenants et les aboutissants, comme dans un pays parfaitement étranger. Et donc la recherche, elle est à plein de points de vue. Quand je travaille sur le handicap pour Muren, par exemple, dans les années 50, qui me permet de raconter à travers l'histoire d'un homme dont on a coupé les bras pour lui sauver la vie, la naissance du handisport, j'ai aussi tout un vocabulaire qui relève de l'appareillage, de la chirurgie, de la rééducation fonctionnelle, mais aussi simplement du sport, et puis pas n'importe quel sport, le sport pour les personnes handicapées, avec des techniques qui sont extrêmement différentes. Donc tout ça, à chaque fois, c'est pour moi une exploration assez joyeuse. Ça peut prendre 1 an avant que je me mette à écrire, vraiment. Ça peut prendre 1 an complet, sans du tout d'écriture. Mais c'est déjà quand même de l'écriture, puisque la manière dont les recherches me permettent de découvrir des pans de ces univers que je vais explorer me souffle déjà des personnages, des images qui vont prendre place ensuite dans le roman. La langue que je disais découvrir à chaque fois, c'est vraiment un langage technique ou professionnel ou géographique très particulier qui a déjà sa propre poésie, son propre rythme. Donc on est quelque part dans l'écriture, même si j'écris rien. Et après, quand je me mets à écrire, je suis très habitée, très colonisée par ces recherches, mais aussi par cette langue particulière à chacun des livres. Oui, c'est ça. Ce qui est formidable, c'est que effectivement le rythme, le phrasé est adapté à chaque histoire racontée. Et donc ça, c'est vraiment un exercice de style vraiment très époustouflant. En tout cas, dans chacun de ces romans, il y a vous décrivez des lieux de vie, vous faites évoluer vos personnages dans des lieux de vie où la mort plane en permanence, ou en tout cas ce sont toujours des lieux qui sont marqués par le tragique de l'histoire. Le tragique de l'histoire, il est en nous, hein. On est né pour mourir, donc pour moi c'est pas... Ça va... Non, mais il n'y a pas de contradiction en fait. Encore une fois, hein, quand je disais, je citais Aragon, il n'y a pas de lumière sans ombre, vous avez bien remarqué l'inversion des propositions. C'est-à-dire, pour voir la plus petite lumière, il faut que la pupille soit extrêmement dilatée. Comment on dilate extrêmement la pupille? En lui faisant traverser le noir. Voilà. La phrase qui ouvre Kinderzimmer, c'est une citation d'Edmond Rostand, une pièce qui s'appelle Chanteclair, que vous connaissez peut-être, qui est une pièce merveilleuse. Les personnages sont des poules et des coqs. Alors ça a l'air un peu kitsch quand on le dit comme ça, mais il y a ce coq, Chanteclair,
qui n'est épaté par personne d'entendre chanter en fait ses camarades, alors, pardon, hein, c'est pour la citation de votre livre, alors que le jour monte, chante Claire. Tiens, les entends-tu maintenant? La faisane. Qui donc ose? Ce sont les autres coqs. Ils chantent dans du rose. Ils croient à la beauté dès qu'ils peuvent la voir. Ils chantent dans du bleu. J'ai chanté dans le noir. Ma chanson s'éleva dans l'ombre la première. C'est la nuit qu'il est beau de croire à la lumière. On est né dans la nuit, là, c'est la nuit qui nous est promise. Mais c'est pas triste. C'est pas triste, c'est la nuit qui nous est promise, mais en attendant, il y a du jour. Voilà. Et en fait, moi j'écris parce que ça m'émerveille, cette capacité qu'on a à accepter la nuit. Si on l'acceptait pas, on se jetterait tous par la fenêtre et puis on se dirait comme ça va plus vite. On est d'accord pour traverser ce long chemin qui est fait d'obstacles multiples dont on n'imagine pas l'immensité. On sait qu'ils adviendront, on ne sait pas comment et quelle forme ils prendront. Et l'humanité, quand même, se relève et fait face. Voilà. Hein, à Ravensbrück, il n'y a pas eu de suicide. Et s'il n'y a pas de suicide à Ravensbrück, moi je crois avec force quand même, et aux capacités en fait de l'humain à choisir la vie, mais aussi de le faire collectivement, parce que c'est, je pense, aussi ce qui sauve, c'est le collectif. Mais donc voilà, en fait, pour moi, il n'y a pas de... Ça n'est ni dur ni triste. La tragédie fait absolument partie de l'existence, mais nous avons choisi de vivre avec elle. Sinon, on ne serait pas là. Et c'est pas... Ça nous incite même à la recherche de la lumière. On sait qu'elle est quelque part, sinon on abandonne, mais on a le droit d'abandonner, bien sûr. Certains abandonnent. On a le droit d'abandonner, mais j'observe que collectivement, on n'abandonne pas. À chacun de dépasser les temps déraisonnables auxquels on est confronté. Et là, beaucoup de vos personnages sont extrêmement positifs. Je pense aux enfants de ce couple qui est atteint de tuberculose et qui est infiltré brutalement dans un sanatorium. Les enfants prennent leur vie en charge, en main. Ah, c'est très dur, mais oui, c'est cette jeune fille, Mathilde, qui... Et c'est une... Alors là, pour le coup, je me suis inspirée d'une vraie famille. Hein. Mathilde est une vraie personne qui s'appelle Élise et qui est décédée maintenant, mais qui est devenue un personnage de roman. Et c'est un roman, mais enfin, cette combativité, je ne l'ai pas inventée. Voilà, donc ça me donne envie d'écrire, oui. Et puisque nous sommes ici au Soleil, un des établissements de sanatorium du plateau d'Assy, je voudrais quand même vous rappeler le paquebot dans les arbres. Il y avait un exemplaire tout à l'heure que j'avais apporté qui doit circuler peut-être parmi vous. En tout cas, c'est un roman qui est d'autant plus intéressant qu'il s'intéresse à la vie des enfants des personnes hospitalisées. Souvent, on a parlé des malades, on a parlé des personnes de la vie au sein des sanatoriums. Là, Valentine Gobi s'est intéressée à ce que pouvaient ressentir les enfants d'un couple meurtri par la maladie. Et ça, c'est assez original parce que ça n'avait pas souvent été... Il y a l'univers du sanatorium qui est très passionnant parce qu'on s'imagine, là encore, voilà, mais ça vous le savez Michel, on en a même beaucoup parlé tous les deux, on imagine que la maladie est forcément porteuse du tragique. Oui, dans une époque où la tuberculose, on n'en guérissait pas bien, parce que la sécurité sociale n'était pas encore généralisée, même si elle existait, et que beaucoup de gens ne se soignaient pas, ne se vaccinaient pas. C'était une maladie dont on se sortait mal si on ne l'avait pas prise tôt, ou si on n'était pas vacciné, ou si on n'avait pas eu recours à l'antibiotique. Mais la vie des sanatoriums est une vie extrêmement gaie. Hein, on s'y marie, on y tombe amoureux, on y apprend beaucoup, il y a des cinémas, il y a des clubs culturels. Alors évidemment ici il y a eu des sanatoriums extrêmement intellectuels, mais moi le sanatorium dont je parle qui est ultra populaire, c'est aussi un superbe lieu de vie. Voilà. Et la vie qu'on y mène n'est pas une sous-vie. C'est une vraie vie. Et alors ça m'intéressait beaucoup, mais les enfants, la place des enfants, et c'est pour ça que j'ai voulu aussi écrire du point de vue de l'enfant, elle est complètement métamorphosée par la maladie. C'est-à-dire que les parents deviennent des enfants entièrement assistés
On leur donne à manger, on s'occupe d'eux, on les soigne, et les enfants deviennent des adultes beaucoup trop tôt. Donc il y a beaucoup de joie dans cette famille, mais il y a aussi un poids terrible qui, d'une part, fait peser des responsabilités très très fortes. Cette jeune fille va vraiment tenir sa famille à bout de bras, mais en même temps, lui donne une place qu'elle n'aurait jamais espérée, puisqu'elle était la fille et qu'on ne la regardait pas. Et donc, elle devient quelqu'un. C'est-à-dire que la maladie, pour plein de raisons très différentes, est aussi une proposition de vie qui peut devenir très joyeuse si on n'imagine pas uniquement la fin, mais que le temps de la maladie n'est pas un temps de morbidité, c'est aussi le temps de la vie. Le temps de la vie et du désir de vie, parce que même dans les situations extrêmes, on voit que beaucoup de personnes sont soucieuses de transmettre jusqu'à leur dernier souffle un message, et qui est un message de vie. On voit bien dans l'ensemble de ces livres, et notamment dans Kinderzimmer. C'est vraiment le but de la vie, c'est pas de mourir, c'est de rester présent et de rester debout, quelle qu'en soit l'éducation. C'est une grande interrogation qu'a mon personnage Mila dans Kinderzimmer, justement, c'est que elle est quand même dans un lieu où les gens meurent les uns après les autres, à cause du travail, à cause du froid, à cause de la chaleur, à cause de la maladie, à cause de la faim, à cause des poux, à cause des coups de fouet, à cause des balles, à cause bientôt du gaz. Il y a eu du gaz, même si on n'est pas dans un camp racial. Bon, bref. Qu'est-ce que ça veut dire vivre? Est-ce que ce qu'il leur est proposé, cette chose-là, qui est faite d'appels pendant 4 heures, 6 heures dans la glace, à claquer des dents véritablement, à avoir les pieds gelés, à souffrir de la faim comme on n'imagine pas en fait que ce soit possible aujourd'hui, et avoir le corps qui se concentre uniquement sur le cœur, à toutes ces femmes qui sont en aménorrhée totale au bout de quelques semaines, parce que la seule source d'énergie c'est le cœur, et qui vont trouver véritablement un espoir complètement fou dans la possibilité d'élever ces bébés qu'on leur permet de mettre au monde, alors que jusque-là elles étaient avortées très tard, qui vont devenir des mères dans un camp là. Et ben c'est aussi la vie en fait. C'est aussi la vie, et c'est ça en fait la grande croyance qu'elles vont devoir construire, à laquelle elles vont s'accrocher, parce que ça peut être qu'une croyance. Il n'y a rien d'évident là-dedans. L'évidence, c'est que, comme disait Charlotte Delvaux, la vie est plus terrifiante que la mort. Donc il faut construire cette croyance, mais elles le font ensemble. Et c'est cette croyance vraie qui les tient et qui fait que ce qui leur est proposé là et qui nous horrifie reste vraiment la vie. Et elles vont construire une sororité, une façon d'être ensemble, comme une famille pourrait l'être, élever ses bébés comme elles le peuvent, fêter Noël, fêter chaque jour qui passe comme un anniversaire inattendu. Voilà, c'est possible. Avec, dans le camp comme dans le sanatorium, de très beaux exemples de solidarité, parce que toutes les personnes qui ont été confrontées aux mêmes expériences tragiques regardent toutes dans la même direction et ont un langage commun. Donc ils se comprennent, alors que les personnes extérieures à ces lieux n'ont pas forcément la même approche, parce que leur vision des choses est déformée peut-être par la passion et par la non-connaissance de ce que vit l'autre. Oui. Ouais. Et donc, les expériences que vous décrivez sont vraiment utiles à connaître, dans la mesure où, à l'époque où on parle aujourd'hui beaucoup de la fin de vie et de tout ce qu'il faut décider ou non à ce moment-là, tous ces livres montrent qu'on n'a pas de jugement à porter sur ce qu'est la vie de l'autre, quelles que soient les souffrances qu'il peut endurer. Je veux dire, on n'a pas à se mettre à la place de l'autre. Chacun réagit avec ses propres ressources, avec la liberté de se laisser glisser, ou au contraire de s'accrocher à tout moindre souffle. Oui, et la fragilité de la vie, ça n'est pas le contraire de la vie.
Je dis ça en pensant par exemple à quelqu'un qui m'est très cher, qui est ma grand-mère, qui a 98 ans. La place qu'on a fait, je crois, hein, depuis le Covid, la manière dont on repense en fait le rapport au grand âge par exemple, et je crois une façon de saisir que la vie a beaucoup de formes très différentes et cette attention qui est portée au grand âge me semble vraiment réjouissante et à renforcer beaucoup. La négligence qui a accompagné le grand âge est une façon de nier que la vie prend différentes formes. La négligence qui est apparue à une époque où se sont effritées les solidarités intergénérationnelles. Enfin, il y a eu peut-être une génération sacrifiée à ce niveau-là. Je pense qu'à Valorcine, avant la guerre, c'était certainement pas une indifférence qui était portée à des personnes âgées. Il y avait vraiment, les personnes âgées faisaient partie de la famille et faisaient partie de la vie. Il y a eu à l'époque de la reconstruction après la guerre, certainement une façon de voir les choses un peu différente. Et aujourd'hui, eh bien, on accepte cette succession de renoncements auxquels il faut faire face dès lors que l'on avance en âge avec les affres du naufrage qui nous menacent tous. C'est bien dit. Non mais là j'exagère, mais c'est pour mieux mettre en relief les raisons d'espérer et de s'émerveiller qui émergent des romans de Valentine Gobi. Parce que effectivement c'est toujours important de regarder autour de soi et de se dire qu'on n'est pas, même en montagne, on n'est pas uniquement entouré de pylônes et de fils d'acier, mais on est entouré quand même de paysages qui changent de couleur au fil des saisons et qui sont chaque mois renouvelés et recommencés. Et ça, c'est quand même réconfortant et ça nous donne des raisons de nous réjouir quand même d'être là. Et si on n'a pas la chance d'habiter dans la région, eh bien, on peut la retrouver à travers les différents écrits. Je voulais vous poser une question aussi. Vous avez écrit des livres pour la jeunesse, et ça intéresse aussi beaucoup de gens parce que beaucoup de lecteurs sont des jeunes et beaucoup de jeunes lecteurs incitent leurs parents à lire. Ah bah dis donc, vous en avez de la chance de les connaître, ceux-là. Généralement c'est plutôt l'inverse. C'est un peu les parents qui poussent les jeunes à lire, mais... Oui, mais écoutez, vous savez, ici, on n'est pas forcément au courant de tout. Hein, on est un peu carencé. Et donc, on a quand même tendance à rêver devant de si beaux paysages. Mais bon, on peut toujours rêver. En tout cas, les enfants, et là, je parle d'expérience, parce que là, il y a une école au Plateau d'Assy qui, enfin, moi, à l'époque où nos enfants y étaient formidable, et où il y avait vraiment une incitation qui était faite pour la lecture. Et c'est vrai que ce sont des enfants qui ont eu la chance ici d'être nourris de livres pour la jeunesse. Et là, au Salon du livre de Montagne de Passy, il y a un prix qui est décerné par le Rotary Club local, à l'intention justement des jeunes. C'est un prix qui est décerné à des livres destinés aux jeunes lecteurs. Et donc comment vous est venu ce besoin d'écrire pour les jeunes? C'était un besoin? Non, moi je ne savais pas du tout que j'allais écrire pour la jeunesse. Au départ, c'est parce que j'avais envie d'écrire avec d'autres dans un but plutôt humanitaire. J'ai travaillé dans l'humanitaire pendant 3 ans et quand je suis revenue en France, je me suis demandé comment je pouvais, avec l'écriture, essayer de continuer quand même des projets solidaires. Et l'idée, ça a été de publier des recueils de nouvelles avec des collectifs d'auteurs qui seraient au profit d'un certain nombre d'associations. Voilà. Et on nous a dit que ce projet était très, très intéressant, mais que les généreux étaient les enfants. Donc il fallait écrire à destination des enfants. Moi, je n'avais jamais écrit pour des enfants. Je m'y suis mise. Et puis, suite à ça, en fait, j'ai eu un enchaînement vraiment d'événements imprévus. On m'a commandé un roman pour Je Bouquine chez Bayard, et puis ce roman de Je Bouquine a été transformé en livre
chez Gallimard en folio. Suite à quoi, parce que ça parlait d'immigration, une maison d'édition, c'était juste après la mort de Ziad Ebouna en 2005, dans le transformateur électrique qui s'appelle Autrement Jeunesse. Cette maison d'édition m'a demandé d'écrire toute une série qui serait constituée de jeunes héros de l'immigration, permettant de raconter l'histoire de l'immigration en France au XXe siècle. Donc j'écris 12 livres avec 12 héros d'enfants qui, depuis le génocide arménien jusqu'à la guerre en Syrie, jalonnent l'histoire, voilà, de la migration en France. Suite à quoi j'ai eu envie de construire mes propres projets sans attendre qu'on me passe des commandes. Et donc voilà, je me suis mise à écrire moi-même avec les thèmes qui me sont chers, et puis ça s'est pas arrêté. Donc c'est un mix entre des projets qui viennent vraiment de moi, d'autres ce sont des collections qui me demandent si je veux écrire un livre dans le cadre d'une collection, ou carrément vraiment des commandes extérieures. Voilà, c'est un mélange d'initiatives différentes, mais qui depuis du coup est une constante. Voilà. C'est un besoin, enfin, c'est un plaisir. C'est un plaisir, oui, vraiment c'est un plaisir. J'en ai moins besoin que d'écrire pour les adultes, mais c'est vraiment un plaisir. Et c'est un rythme différent. Enfin, on a tendance à dire que la nouvelle s'apparente au sprint, alors que le roman est une course de fond ou de demi-fond. La littérature pour enfants, c'est encore peut-être. Je crois que ça dépend vraiment des auteurs. Moi, simplement, j'écris des livres qui sont un petit peu moins documentés pour la jeunesse, donc j'ai une phase de recherche qui est quand même moins dense. Et puis souvent beaucoup moins épais, donc c'est moins de temps d'écriture. Donc c'est un travail qui est quand même de moins longue haleine la plupart du temps. Vous mettez du temps à écrire des livres aussi documentés que ces deux-là, Kinder. Alors, L'île haute, donc c'était pendant la période de confinement. Donc, en effet, j'avais quand même beaucoup plus de temps pour écrire qu'habituellement. Je passe quand même la moitié de mon temps en rencontres, ateliers d'écriture, concerts littéraires divers et variés. Donc, je voyage beaucoup et je parle beaucoup. Donc, le temps d'écriture, c'est pas 100% de mon temps du tout. Mais là, évidemment, ça a été beaucoup de mon temps quand même, puisque l'accès à la vie culturelle collective était très très restreint. Ce qui fait que j'ai écrit en 2 ans l'île haute, mais Kinderzimmer, Muren, c'est plutôt sur 3-4 ans. Voilà. En temps normal. Et vous qui êtes vraiment très sensible aux sensations, est-ce que vous écrivez avec le plaisir d'entendre le crissement de la plume Sergent-Major sur la feuille blanche, ou au contraire, est-ce que c'est... Je n'ai aucun plaisir à la plume Sergent-Major, ça fait mal au bras, on n'écrit pas vite, on s'en met partout, on perd les feuilles. En rature, on peut plus relire, aucun intérêt. C'est beaucoup plus intéressant d'écrire de toute façon à l'ordinateur, parce qu'en termes d'expérimentation, ça offre beaucoup plus de possibilités. On peut couper, déplacer, rayer, revenir en arrière, changer d'avis. Il y a vraiment un jeu d'écriture qui est presque impossible quand on écrit manuellement. Donc moi, j'ai jamais écrit manuellement, et je le fais jamais. Non, je prends des notes à l'écrit parce que, par exemple, je me promène, je veux pouvoir noter les choses, et puis quand j'interroge les gens aussi, il y a des gens que l'ordinateur dérange, et je préfère avoir un cahier discret. Mais j'écris pas de la littérature avec du papier, pas du tout. Et ça ne vous brouille pas la tête, parce qu'il y a des gens qui se disent que l'ordinateur leur fait mal à la tête. J'ai des lunettes progressives avec un filtre bleu, tout va bien. En tout cas, faut pas se faire voler son ordinateur. En tout cas, bien le protéger. On va le retrouver. En tout cas, vous savez, Michel, il y a le cloud. L'ordinateur, c'est l'outil pour aller vers le cloud. Ce cloud, mon roman vole là, au-dessus de nos têtes. Et donc, ne peut pas être égaré. Et même quand il pleut, il ne retombe pas. Donc, c'est formidable. C'est François Nourricier qui s'était fait piquer un manuscrit un jour dans un... François Nourricier, il écrit à la main. Donc, il s'était fait voler son manuscrit. Et ça lui avait donné d'ailleurs le sujet du roman suivant. Et je l'ai rencontré un jour sur un trottoir sur les quais à Paris, et il avait une petite mallette à la main, un cartable, et j'ai pas osé lui demander s'il avait retrouvé. si c'était son manuscrit qu'il avait retrouvé. En
En tout cas, c'est vraiment formidable de pouvoir produire une œuvre aussi dense et aussi variée, avec une mise en musique des mots. Et je ne sais pas si vous souhaiteriez lire un passage, ou si nos amis des passeurs de mots souhaiteraient lire un passage. On a là prenez tous les droits. Des amis de Sallanches qui ont une association qui s'appelle les passeurs de mots et qui font des lectures des livres qui les intéressent. Alors, on va finir sur vos genoux. C'est surtout que la dame qui va lire, elle... Si, c'est mieux avec le micro. Ouais. Sinon, on n'entend pas. C'est pas renoncé. Ça m'impressionne ce machin. Voilà. Donc l'enfant a fait déjà plein de découvertes au niveau de la nature, de ses 5 sens. Il progresse. Il différencie sans effort les tintements des cloches des vaches, l'une grave, mate, l'autre plus aiguë et vibrante. Il a repéré les sons qui percent le silence. La nuit, il les guette désormais depuis son lit. L'hiver a aiguisé ses sens. Craquement du toit, cris d'oiseaux, pattes de souris. Il ne s'étonne plus des sourires de Blanche à l'écoute de Radio Sotens, la radio suisse romande. Les descriptions de l'animateur suspendent ses travaux d'aiguille et elle prend à témoin le garçon. Tu entends ? Des yeux comme des lampes à souder. Un crâne lisse comme une corberie. Il espère la brique chaude le soir sous ses couvertures. Il connaît l'odeur de la neige, du bois tendre, du bois brûlé, de la laine mouillée. L'odeur d'animal lui est devenue familière. Il se fait au goût, aux textures, la saumure où baigne le chou, le rance du beurre de baratte, l'acide des orsettes, une sorte de myrtille, l'élastique des viandes tirées du sadoir. Les mêmes images repassent devant ses yeux. Il s'y accoutume. La montagne, évidemment, son poulpe, sa forteresse, son palais, son île haute. La soutane de l'abbé filant à ski tel un grand oiseau noir. Le contraste violent entre l'envers ombreux et couvert de forêt et le versant droit inondé de soleil où se niche leur hameau, leur côte d'Azur, dit Albert, leur petit Nice. Et chaque matin, Vincent s'attend à cette géniale discordance visuelle. Il s'habitue aux sensations. La plus douce, sous ses pouces, la surface lisse du bois séché, 4 ans, poncé dans l'atelier d'Albert, sapin, mélèze, scié au-dessus de l'église, hors des couloirs d'avalanche, préservé des pierres qui éprouvent les troncs. Il prend sa part des rituels. Il change seul la litière d'aiguilles et de feuilles des bêtes, balance un peu de foin depuis la trappe du grenier. Le foin tombe en pluie sur les cornes des vaches qu'il faut décoiffer. Il les brosse même, hésitant, le bras tendu, à distance de l'animal dont la masse l'intimide. Sa peau chaude et tremblante est tellement vivante, plus vivante que la bête. Il redessine pour Moinette le monde qu'elle sait par cœur. Et c'est pourquoi elle le suit, comme une ombre. Il est son aventure. Certaines routines mettent en miroir Blanche et Sophie. Paris est la vallée des ours. Ici et là-bas, il aide à tourner le linge dans la lessiveuse. Ici, on le rince au bassin, même à 20 sous zéro. Là-bas, dans un bac d'eau chaude, mais toujours en étant sur le fil. Là-bas, on le retire sec. Ici, on le rentre avant que le froid casse la fibre du tissu. Mais ce sont des gestes identiques pour le décrocher, le plier l'un face à l'autre, le repasser au lourd fer de fonte. C'est Vincent qui remplit de charbon. Ici et là-bas, il aide à peler les pommes de terre, à mettre et à débarrasser la table.
Il récite ses leçons à Blanche comme il récite à sa mère. Elle ne laisse pas la moindre faute passer. Les deux femmes nouent un même chignon sur leur nuque. Elles embrassent toutes deux le front du garçon au coucher. Seule la molle bouche de Blanche fait vibrer un rucher dans son ventre. Ainsi, l'ancien monde s'invite dans le nouveau. Il y a dans tous ces textes le bonheur de participer à la vie collective, que ce soit ici dans l'île Haute ou que ce soit dans d'autres romans. Et c'est vraiment une constante, et c'est là aussi une bonne raison d'espérer en l'avenir. Il y a encore des personnes qui sont capables de labeur et de solidarité et d'humilité toujours et de compassion envers l'autre. Je pense que c'est un peu les messages qu'on a retenus de ces livres. Et c'est peut-être des exemples qu'il nous faut suivre, peut-être dans nos vies quotidiennes, qui sont marquées par un excès d'individualisme et de suffisance, parfois. Je n'écris pas des livres à message, mais j'entends les conclusions que vous en tirez. Je ne suis pas forcément un bon lecteur. Je ne suis pas en désaccord avec votre lecture, mais voilà. Oui, mais je pense que c'est d'autant mieux que les messages émergent comme une île sur une mer de nuages. Je pense que c'est ça qui est intéressant, c'est effectivement que chacun puisse trouver son message comme on grimpe à chacun son Everest. Est-ce que vous auriez des questions à poser à Valentine Gobi ? En tout cas, ici, au plateau d'Assis, je pense que je ne peux que vous recommander la lecture de l'île Haute et puis surtout du paquebot dans les arbres, parce que vraiment, on ne s'est pas souvent intéressé à la vie, à ce ressenti des familles et surtout des enfants. Et je pense que on a certainement fait beaucoup de progrès en médecine ces dernières années. On en a fait au moins un qui me paraît important, c'est justement de s'intéresser aux soins de support, c'est-à-dire à tout ce qui touchait la prise en charge globale de la personne malade, à savoir son environnement social et économique et social. Et ça, je pense qu'à partir du moment où on identifie un peu ce qui se passe dans l'environnement de la personne malade, je pense qu'on fait déjà pas mal de progrès dans la prise en charge. Vous auriez des questions à poser ? Oui ? J'ai pas de questions, mais je suis en train de lire votre livre, je n'ai pas encore terminé. Je crois qu'il a besoin, monsieur, que vous preniez le micro pour son enregistrement. Non, j'ai pas de questions. Je suis en train de lire votre livre que je n'ai pas terminé. Et ce qui m'a beaucoup touchée, il y a deux choses. C'est d'abord le rythme du récit qui est, je trouve, très humain, c'est-à-dire qui reprend, je suppose, quand même le rythme de vie que les gens avaient autrefois. Et ça nous donne, nous, être humains du XXIe siècle, comme un espèce de souffle de repos. Parce que je trouve qu'on vit tellement vite que... Voilà, donc ça, c'est pour moi, de lire votre livre, c'est vraiment une pause qui est très, très salvatrice. Et puis ensuite, il y a beaucoup de poésie qui traverse les phrases, la narration, et qui aussi, je trouve, font une ouverture sur le paysage de montagne, c'est-à-dire qu'on se retrouve dans un monde qui est en même temps très réaliste, avec des descriptions, et en même temps une espèce de poésie qui traverse tout le récit, qui est aussi très porteuse, qui me touche beaucoup en tout cas. Il y a un rythme propre à chaque livre, j'ai trouvé. Très... qui s'adapte bien à la vie à la campagne là, dans celui-ci, qui est beaucoup plus speed dans le paquebot dans les arbres, qui est plus... je pense. Madame Ancet ? Oui. Je voulais dire que... Attention, parce que ça va peut-être pas aller jusque là-bas. Mais le monsieur, il veut que tu aies un micro. Attention.
Je voudrais souligner cette proximité que Valentine a pu retranscrire de toutes les interrogations qu'elle a fait auprès des anciens de Valorcine. Ça reparaît tout à fait dans le livre. Et puis, il y a au mois de juin, il y a la revue L'Alpe qui est sortie avec la perception des gens maintenant, au XXIe siècle, donc, devant les aléas de la montagne. Et il est dit qu'autrefois, les gens n'avaient peut-être pas besoin autant d'outils modernes pour savoir si une avalanche allait tomber, etc. Et c'est vrai que tu as retranscrit ça. Et il est dit dans cet article, donc très fort, et moi ça me fait penser beaucoup à mon mari qui me disait toujours, et je n'arrivais pas à comprendre, mais il me disait toujours quand allait tomber l'avalanche. Il y a toujours le spectre de l'avalanche dans les villages de montagne. Et là, il y a... L'avalanche, c'est un danger intégré à la montagne. Il n'y a pas de menace en fait. C'est ça que j'essaye aussi de dire dans le livre, c'est que la montagne n'est pas hostile. Il n'y a pas de... vous dites, je ne suis pas d'accord, alors je vais préciser ma pensée. Il n'y a pas d'ennemi. L'ennemi, c'est celui qui vous en veut. L'ennemi, c'est le nazi. C'est l'Allemand qui est de l'autre côté du col. C'est celui qui veut du mal. La montagne n'a pas de volonté, elle est la montagne. Et c'est pourquoi Vincent n'a pas peur en montagne, parce que il n'y a pas de cruauté ou de volonté de nuire. Donc il n'a pas d'ennemi. Et ça change tout. Oui, il ne faut jamais oublier que la montagne est un élément géologique. Donc, je veux dire, après, tout dépend ce que l'on en fait et des risques que l'on prend. On peut ressentir une certaine... Il y a un danger bien réel, mais ce n'est pas la même peur. Non, mais c'est une peur qu'on connaît d'avance. Une certaine hostilité. Pour moi, l'hostilité, ça va avec la volonté. Comme il n'y a pas d'intention dans la montagne ou dans aucun élément naturel. Comment dire, du point de vue personnel. Alors, je ne sais pas, il faudra un autre mot que hostilité. Vous dites que vous ressentez une certaine hostilité dans la montagne. Il est évident qu'avant l'époque de Jean Rousseau, avant l'époque des Lumières, la montagne était considérée comme étant maudite. Parce que justement, elle était source d'accidents, etc., de malheurs. Et donc, en fait, ce qui est préjudiciable à l'homme, c'est l'utilisation qu'il fait de la montagne, et ce sont les bêtes imprudences qui peuvent être commises, soit par des aventures particulières, soit par des constructions débridées. Mais la montagne en elle-même, elle est là. Donc voilà, on fait avec. D'autres questions? Là, j'aperçois Jean-Philippe Gossot, qui est le fils de Philippe Gossot, qui était le reporter mythique du Dauphiné libéré dans les années d'après-guerre. Et il vient de faire un livre sur Chamonix hier et aujourd'hui, avec des photos de toutes les époques, de façon à montrer l'évolution de la montagne et justement éventuellement les imprudences qui auraient pu être faites sur le plan immobilier. Est-ce que tu as des photos de Valorcine sur ton livre? Pas encore. Ah, pas encore. Ce sera pour le deuxième tour. Hein? Et consacré à Chamonix et principalement à la... Viens là un peu parce qu'on t'entend pas. Jean-Philippe Gossot a fait il y a 2-3 ans un livre sur l'histoire de la piscine de Chamonix. La plage. La plage de Chamonix. La plage où se donnait rendez-vous toute jeunesse dorée de la vallée. Doré. Merci Michel. Oui, bonjour. Oui, j'ai un nouveau bébé en fait. C'est un petit livre que je viens de sortir à compte d'auteur. Et ça s'appelle Chamonix change de siècle. Alors, je vous remercie Michel de me permettre de faire un peu de publicité. Donc l'idée, c'est pas un roman, hein, c'est plus un jeu, un défi que je me suis lancé, de reprendre quelques photos de mon père parmi les 15 000 et quelques photos qu'il a laissées, et d'essayer de refaire les mêmes 70 ans après.
Voilà. Donc c'est un petit bouquin avec 320 photos, il y a enfin 160 paires de photos en gros, avant, après. Voilà. C'est pas un roman, c'est Chamonix avant, après. Merci. Mais il ne faut pas que la vallée de Chamonix s'arrête à Argentière, il faut que ça monte jusqu'à Valorcine, hein, parce que vraiment c'est... Je suis pas sûre, hein. On les laisse pas de l'autre côté du col, les Chamonniards. Voilà, en tout cas, c'est toujours intéressant de voir un peu l'évolution de ces paysages. Hein. Et il y avait eu, à l'époque de l'anniversaire du rattachement de la Savoie à la France, un livre qui avait été fait par, sous l'égide d'Hervé Guémard, je crois, et il avait repris toutes les photos que Napoléon III, tous les dessins que Napoléon III avait fait à l'époque pour justement mettre en valeur cette annexion. Et il a fait photographiés par différents artistes, les mêmes paysages sous le même angle 150 ans après. Et certaines vues étaient embellies et d'autres étaient franchement saccagées. Parce que c'est quand même bien de montrer que le paysage doit être préservé. Et sans pleurer en permanence sur l'âge d'or ou sur les belles solidarités qui existaient dans ces ouvrages. Je pense que c'est bon quand même de s'en souvenir, et je pense que de tels ouvrages, que ce soit L'île Haute, Kinderzimmer et les autres, ce sont d'excellents remèdes contre l'oubli, parce que je pense que c'est important de mesurer ce qui a été fait et tout ce dont on doit se montrer digne aujourd'hui. En tout cas, c'est un bel hommage à la vallée de Valorcine, vous faites là, j'ai l'impression. C'est un petit plus. J'aurais une question technique à poser à Madame Gobi. Donc on disait que c'était un bel hommage rendu à la vallée. Merci. C'est juste une question technique sur votre manière de travailler. Ah oui, ah non, c'est bon. C'est bon si vous m'entendez. Pour l'île Haute, vous dites que vous avez consacré quasiment une semaine toutes les 3 semaines pendant 1 an ou 1 an et demi pour vous approprier tout ce que vous décrivez, enfin pour l'intégrer, pour être capable de le reproduire, enfin de le redire. Mais quand vous travaillez sur les Sana ou sur le camp de Ravensbrück, comment est-ce que vous avez fait pour vous imprégner de ce qui s'est passé? Parce que je pense qu'à Ravensbrück, vous n'avez pas beaucoup pu vivre ce qui s'est passé. Voilà, c'est juste une question technique. Ravensbrück est un terrain vague, donc il n'y a vraiment rien. Donc la question ne se posait pas. Ouais. J'essaie de m'en approcher le plus possible. Donc le sanatorium dont je parle, il est détruit en grande partie. Mais j'y suis quand même allée. J'ai essayé de regarder la taille des arbres, l'épaisseur de l'ombre, la manière dont c'était situé par rapport au village d'à côté. Enfin, c'est tout un écosystème en fait, un lieu. Donc aujourd'hui, c'est la région de Mantes-la-Jolie. Alors évidemment, Mantes-la-Jolie, ça ne fait pas référence à des paysages agricoles. Pourtant, ça a été des paysages agricoles. J'ai sillonné ces paysages pendant des semaines, des mois. J'ai essayé de retrouver des traces et de repeupler en fait ces paysages tels qu'ils avaient été à l'époque. Ça demande de la recherche, ça demande de la traversée de terrain, d'associer de la recherche et du terrain, de parler avec les gens, d'essayer de produire des images par rapport à ce qu'ils racontent. Et je veux dire, Valorcine n'a pas du tout le visage qu'il a dans les années 40. La forêt est très basse aujourd'hui, on ne la voyait quasiment pas avant. Enfin, donc il faut ressusciter quand même à travers un travail à la fois autour du témoignage, de l'image, une documentation encyclopédique, ce qui n'est plus, mais ça se fait. Ça se fait par tous les moyens possibles. C'est forcément imparfait, hein, mais ça se fait. Merci. Et les choses si, c'est pas une plaisanterie. J'avais des émissaires dans tout Valorcine. Comme c'était le confinement, ils pouvaient pas se déplacer.
sur toute la vallée. Moi, je voulais savoir absolument à quelle heure apparaissait le soleil et disparaissait le soleil à chaque hameau. Parce que comme le buet, le col est à 1461, mais que Barberine est 200 mètres plus bas, en plus avec les reliefs, la lumière n'est pas du tout la même selon les heures de la journée. Et moi, je voulais avoir une idée très claire. En plus, je n'avais pas choisi le hameau dans lequel allait se réfugier ce garçon. Et je voulais le faire en fonction de la luminosité. Donc, j'avais des émissaires qui allaient, pendant toutes les saisons, regarder à quelle heure la lumière du soleil apparaissait, s'éteignait, revenait. Et je l'ai fait, mais ça m'a servi à une seule chose. Mais par contre, alors je ne vous dis pas comment la phrase est précieuse. La phrase qui est née de ça. Donc d'abord, ça m'a permis de choisir la ville déjà, le hameau le plus ensoleillé. Mais cette phrase très précieuse, de l'aube à la nuit, vous y penserez quand vous lirez le livre. Si bien que de l'aube à la nuit, la montagne palpite. Voilà. Moi, je sais à quelle heure elle palpite exactement, mais voilà. Bravo. Alors, bleu. Oui, je ne sais pas si le titre que vous avez donné à votre livre, Le paquebot dans les arbres, vous avez pensé au sanatorium du plateau d'Assy, qui ont été décrits par les architectes comme des paquebots. Oui, non, mais il n'y a pas que ceux du plateau d'Assy. Non, mais je vous parle de ceux qu'on connaît. Oui, c'est pour vous dire. Oui. Et souvent, ça a été dit que c'était des paquebots dans la neige. Sauf Papoutan, qui n'était pas un paquebot, mais un village. Non, c'est même un. Ça avait vraiment une allure de paquebot. Oui. Vraiment. Celui dont je parle, il a encore plus l'air d'un paquebot parce qu'il a vraiment la forme d'un paquebot avec des terrasses circulaires qui font vraiment penser à celle des navires. Non, c'est carrément un nom d'architecture. Ça s'appelle l'architecture paquebot. Donc, il y en a certainement ici, j'en ai vu ce matin, mais il y en avait partout en France. L'architecture paquebot, ça fait partie. En fait, les sanatoriums étaient soit des hôpitaux du 19e transformés en sanatorium, auquel cas ils n'avaient pas cette architecture si particulière, mais tous ceux qui ont été construit dans l'entre-deux-guerres, qui est la grande période de la tuberculose en France, enfin en Europe, puisque c'est le retour des soldats de la guerre qui ont été contaminés entre eux. Toutes ces architectures des années 20 et surtout les années 30, ça s'appelle l'architecture paquebot. Donc c'est absolument lié au vocabulaire qui est aussi utilisé ici. Voilà. Oui, j'ai eu la curiosité de me plonger dans un gros volume sur l'architecture hospitalière en France. Et je confirme que le sanatorium d'Ancourt a vraiment la forme d'un paquebot, mais d'un paquebot qui est peut-être en train de couler actuellement parce qu'il est assez mal en point, contrairement aux superbes paquebots qui tiennent la mer de façon par tous les temps au plateau d'Assy. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il y avait un patrimoine immobilier qui était d'une richesse terrible. Et il y a un sanatorium d'ailleurs qui a un peu cette forme-là du côté de Clermont-Ferrand et qu'on voit très bien de l'autre côté. En tout cas, ça a été effectivement des moments formidables. C'est à la fois la construction de ces sanatoriums et puis la vie qui pouvait y arriver. Et c'est très bien d'avoir justement eu l'audace d'écrire un roman sur cette époque-là. D'autres questions? Est-ce qu'il y a des messages que vous voudriez faire passer? Quel est votre prochain livre? Dans quelle région se situera-t-il? Vous avez fait la Bretagne, vous avez fait l'Allemagne, la région parisienne. Non, mais je pense que c'est bien, c'est sage de garder ses secrets. Et en tout cas, on vous remercie infiniment. Vous avez d'autres? Vous voudriez dire quelque chose? Non, buvons des boissons fraîches en papotant. C'est ma suggestion. Alors, je voulais remercier la librairie Landru qui est là à travers une des libraires. Voilà. C'est hyper important pour moi de rattacher toujours ces rencontres à la chaîne du livre. Alors, dans la chaîne du livre, il y a beaucoup de maillons. Il y a notamment des associations, voilà, comme celle présidée par Michel Morisseau. Il y a au départ des sondes comme ça dans le réel, et puis il y a des libraires qui font arriver les livres aux lecteurs et sans lesquels nous ne vivrions pas, nous les auteurs et autrices. Donc merci beaucoup de cette présence. Voilà.
voilà, je voudrais vraiment remercier chaleureusement Valentine d'être venue faire étape au plateau avant son tour du Mont Blanc. Non, du Cervin. Ah, du Cervin. Le Mont Blanc, c'est fait. Personne n'est parfait, c'est quand même pas mal. Il y a le Tour des Fises aussi, avec le trail des Fises là, ce week-end. En tout cas, je vous remercie infiniment d'être venu et surtout d'avoir été vraiment, je crois qu'on a passé une après-midi passionnante et ça nous donne des envies de lecture. Et je vous donne rendez-vous donc la semaine prochaine pour écouter Jacques Dallest qui nous parlera d'une autre tranche de l'histoire un peu tragique aussi, qui est l'histoire de l'épuration en Haute-Savoie, avec un autre ouvrage récent qu'il a signé sur les affaires non classées. Et puis, je voudrais vous donner rendez-vous dans 15 jours avec une table ronde sur le devenir des stations de sport d'hiver, avec notamment Antoine Debac et Guillaume Desmurs. Et là encore, on voit que toutes les stations de montagne n'ont pas été aussi bien préservées que Valorcine. Et puis, surtout, je donne rendez-vous du 11 au 13 août au Parvis des Fises pour la 33e édition du Salon international du livre de montagne, dont le thème cette année est la marche. C'est une rencontre, un salon qui sera présidé par Gérard Guerrier, qui est un auteur assez complet puisqu'il est à la fois écrivain, plongeur, alpiniste, marcheur, essayiste. Il a écrit une éloge de la douleur et une éloge de la peur qui sont vraiment remarquables. Il a signé un roman policier qui met en scène un personnage inspiré de Sylvain Tesson et, j'espère, Sylvain Tesson sera peut-être présent le vendredi 11 août pour parler de la traversée des Alpes avec le guide Jean Hannequin. Donc vraiment, on croise les doigts. J'espère qu'il ensoleillera en tout cas le salon de son style et de sa façon. En tout cas, je vous remercie infiniment d'être présent et surtout de nous rejoindre sur le site www.salondulivrepassy.com où vous pourrez bientôt retrouver la vidéo concernant cette rencontre vraiment très agréable et très enrichissante, en tout cas pour le plaisir que l'on peut avoir à vous lire. Voilà, merci. Merci beaucoup. Et merci à Godefroy, et merci à Céline qui a fait preuve de beaucoup de patience. Je vais me mettre à l'ombre derrière. Changer le studio.